Je vais être direct. Le propos de Jack Dorsey avec Sequoia, c'est transformer l'entreprise en un système qui est piloté par une IA centrale. Leur idée, c'est supprimer le management intermédiaire, faire circuler l'information facilement, puis laisser la machine coordonner, décider, optimiser en temps réel. Dit autrement, ça veut dire remplacer une organisation humaine qui est jugée comme lente et imparfaite par un système qui est capable de traiter toute l'info en continu, 24/24, sans aucune friction. Sur certains points, leur argumentation a l'air solide. Sur d'autres, je suis pas tout d'accord. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à deux IA d'analyser le texte, de débattre entre elles, et je vous dirai ce que j'en pense juste derrière, parce que de mon point de vue, supprimer les managers, c'est juste supprimer un truc qui est hyper important dans une entreprise. Je vous expliquerai pourquoi après. L'épisode commence maintenant. Connected Mate. On décortique aujourd'hui un essai très provocateur de mars 2026, publié par Sequoia Capital. C'est co-signé par Jack Dorsey, donc le fondateur de Block et de Square, et Roelof Botha. Et le titre, c'est « De la hiérarchie à l'intelligence ». Ils affirment que l'intelligence artificielle est aujourd'hui capable de remplacer de A à Z le management intermédiaire. Et il faut bien préciser un truc pour notre audience, on ne parle pas du tout d'utiliser l'IA comme un simple outil pour aller plus vite, genre un copilote qui te résume une réunion. Ouais, pas juste un assistant. Non, pas du tout. La vision de Block, c'est de transformer toute l'entreprise en une mini-AGI, donc une intelligence artificielle générale miniature, où c'est la machine qui devient le système nerveux central et qui remplace complètement l'encadrement humain. Alors, posons les bases de notre session tout de suite. Cette analyse, c'est pas une lecture béate du dernier manifeste à la mode de la Silicon Valley, d'accord ? Non. Le but, c'est de gratter un peu le vernis. Exactement. Notre mission, c'est de débattre, de bousculer un peu cette thèse. Parce que, on va le voir, il y a des fulgurances incroyables dans ce texte, de vraies idées de génie. Mais il y a aussi des angles morts colossaux, surtout sur la psychologie humaine. Ouais, sur la sociologie du travail, ça pêche un peu. Mais le point de départ de Dorsey et Botha reste hyper pragmatique. Pour eux, dans le monde des startups, la vitesse, c'est le seul vrai prédicteur de succès. Plus tu vas vite, plus tu gagnes, en gros ? C'est ça. Plus l'information circule rapidement entre le client et l'ingénieur qui fabrique le produit, mieux c'est. Et le problème, c'est que la hiérarchie classique humaine est un frein biologique à cette vitesse. Alors, pour bien comprendre pourquoi Dorsey veut détruire cette hiérarchie, il faut qu'on fasse un petit saut dans le temps. Comprendre pourquoi on a créé ce monstre en premier lieu. Et c'est, je trouve, une des parties les plus fascinantes de leur essai. Ils rappellent que le défi de la coordination humaine, il n'a pas changé depuis l'armée romaine, en fait. Depuis les Romains, mais on parle d'il y a plus de 2000 ans, là. Tout à fait. Comment tu coordonnes des milliers de soldats sur un continent entier ? Les Romains ont inventé ce principe qu'on appelle l'étendue du contrôle. Donc la limite de ce qu'un cerveau humain peut gérer. Voilà. Dans la Légion romaine, l'unité de base, c'était le contubernium, un groupe de 8 soldats. Ils partageaient une tente, une mule. Et pourquoi 8 ? Parce que l'expérience a montré qu'un leader humain, il ne peut diriger efficacement qu'entre 3 et 8 personnes. Au-delà, le cerveau décroche. Ah ouais, donc c'est vraiment une limitation biologique. Exactement. Et du coup, c'est mathématique. 10 groupes de 8 font une centurie. 6 centuries font une cohorte. Et 10 cohortes, une légion. À chaque étage, tu as un officier qui prend l'info, la fait remonter ou redescend les ordres. C'était littéralement le premier protocole de routage d'informations. Donc on utilisait des humains comme des routeurs de réseau dans l'Antiquité. C'est fou. Mais comment on passe de la Légion romaine au bureau ouvert de la défense ? Eh bien, le texte fait un bond en Prusse en 1806. D'accord. L'armée prussienne vient de se faire écraser par Napoléon. Et là, les réformateurs réalisent un truc vital. Napoléon est un génie absolu, mais tu ne peux pas baser la stratégie d'une nation entière sur l'espoir que ton dirigeant soit un génie. Parce que c'est un point de défaillance unique. Si le patron est mauvais, tout s'effondre. C'est la naissance historique du fameux middle management. Ah, voilà. Les professionnels de la réunion et du reporting étaient nés. Et j'imagine que l'industrie civile a juste fait du copier-coller. Ouais, aux États-Unis dans les années 1840, avec le boom des chemins de fer, le réseau devenait si grand que l'info sur la position des trains voyageait plus lentement que les trains eux-mêmes. Ouh là là, ça devait causer des accidents terribles. Mortels, oui. Les trains se rentraient dedans. Donc un ingénieur, Daniel McCallum, a dessiné le tout premier organigramme civil, une arborescence ultra stricte pour remonter l'info. Ensuite, on a eu Taylor avec le management scientifique et plus tard le projet Manhattan de Robert Oppenheimer.
Pour la bombe atomique? Voilà, où on a testé les équipes interfonctionnelles, ce que McKinsey appellera plus tard la structure matricielle. C'est fou parce que, quand tu déroules l'histoire comme ça, on réalise que l'organigramme n'a absolument rien de naturel. C'est juste une technologie qu'on a inventée pour pallier nos défauts cognitifs. C'est exactement l'argument du texte. Et pourtant, toutes les boîtes tech qui ont essayé de casser ça récemment se sont cassées les dents. Ouais, je pense à Zappos avec leur holagraphie ou Valve dans le jeu vidéo, qui avait une structure totalement plate, sans boss. Ou même Spotify avec leurs fameuses squads. En grandissant, toutes ces boîtes ont dû recréer de la hiérarchie. Parce que si tu veux que ton leader ne gère que 8 personnes max, t'es obligé d'empiler des couches de management. Et c'est là que j'ai mon premier gros point de blocage avec la thèse de Sequoia. Eux, ils disent que ces couches ralentissent tout. Comme un téléphone arabe. Moi, j'aime bien l'analogie de la machine. C'est-à-dire ? Imagine que chaque couche hiérarchique, c'est un engrenage. Pour faire remonter le mouvement, chaque roue s'enclenche dans l'autre. Mais physiquement, plus tu as d'engrenage, plus tu as de la friction. Et plus tu perds de l'énergie sous forme de chaleur. Dans une boîte, cette chaleur, c'est l'information qui est diluée, modifiée ou censurée par un manager qui veut couvrir ses arrières. Ouais, le fameux filtre pour pas fâcher le boss. Voilà. Sur ça, le texte a raison. Et c'est un grand mais. Si Spotify et Zappos ont fait machine arrière, est-ce que c'est pas la preuve absolue que notre psychologie humaine a un besoin viscéral de hiérarchie? C'est un bon point, on a besoin de savoir à qui s'adresser. Bien sûr. On a besoin de savoir qui tranche un conflit, qui est responsable de nos augmentations. L'erreur de Dorsey, c'est de voir l'entreprise uniquement comme un circuit électrique, en oubliant complètement l'irrationalité, les émotions des gens qui y travaillent. Ouais, je te l'accorde. La psychologie du travail, c'est pas leur fort. Mais Dorsey répondrait qu'il a trouvé la technologie qui rend justement tout ça obsolète. La fameuse IA? L'IA vue comme un modèle du monde. Alors explique-moi ça. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par une mini-AGI d'entreprise? La différence avec un simple outil d'IA comme on a l'habitude de voir, c'est la vision transversale. Une IA classique va juste corriger un bout de code ou écrire un email. La mini-AGI, elle connecte tout. Elle voit que ton code va avoir un impact sur les finances d'un client dans 3 mois et elle prévient le service compta toute seule. Mais comment elle fait ça sans qu'un manager fasse de reporting? Grâce au modèle du monde de l'entreprise. Chez Block, la culture, c'est le remote first, le télétravail total. Ça veut dire que chaque action, chaque ligne de code sur GitHub, chaque conversation sur Slack, tout laisse une trace numérique, un artefact. Et l'IA ingère tout ça en continu. Attends, donc au lieu d'avoir un chef de projet qui te harcèle le vendredi pour savoir où tu en es pour remplir son fichier Excel, l'IA lit par-dessus ton épaule en temps réel. C'est l'idée, oui. Elle comprend les goulots d'étranglement toute seule. Mais c'est terrifiant. Tu te rends compte? C'est le panopticon numérique? Le concept de la prison. Exactement. La prison de Jeremy Bentham au XVIIIe siècle. Un seul gardien au centre qui voit toutes les cellules et les prisonniers ne savent jamais quand ils sont regardés. C'est une bureaucratie de la surveillance totale. C'est un peu extrême dit comme ça, mais... Mais c'est vrai. Et surtout, ça présuppose un truc complètement faux, que tout travail produit une trace numérique. Qu'est-ce qu'on fait de l'intuition que tu as partagée avec un collègue en 5 minutes à la machine à café? Ou de la diplomatie informelle, tu sais, quand tu vas voir quelqu'un en douceur pour qu'il t'aide sans froisser son boss? L'IA ne voit rien de tout ça. Non, ça c'est sûr. Exiger que toutes les relations de pouvoir et la confiance informelle soient traduites en données, c'est réduire la complexité humaine à une suite de 0 et de 1. C'est un énorme angle mort. Si c'est pas dans l'ordinateur, ça n'existe pas. C'est dingue. Mais bon, admettons qu'on accepte cette surveillance interne. L'entreprise tourne. Mais comment l'IA comprend ce qui se passe à l'extérieur, chez le client? Alors là, c'est le deuxième pilier, le modèle du monde du client. Et franchement, leur argument est percutant. Ils disent « les sondages d'opinion, ça ment. Les focus group, c'est biaisé. » C'est clair, les gens disent un truc et font l'inverse. Voilà. Mais il y a un truc qui dit toujours la vérité, selon eux, c'est l'argent. Ouch, c'est cru, mais venant d'une entreprise financière, ça a du sens. Block gère des millions de transactions par jour avec Cash App et Square. Ils voient en temps réel ce que les gens achètent, la trésorerie des commerçants, leur stock. C'est un signal d'une pureté absolue. La machine voit où l'argent circule, donc elle sait ce que le marché veut. Ok, donc on a une IA omnisciente. Elle connaît les secrets de l'entreprise et elle lit dans les finances des clients. Mais concrètement, comment on fabrique un nouveau produit avec ça? Sans manager pour donner des ordres. C'est là que l'architecture traditionnelle explose. Dorsey propose 4 piliers. 1. Les capacités. C'est tes briques de Lego. Le paiement, les licences de prêt, la conformité. Les fondations, quoi. Ouais.
2, le fameux modèle du monde dont on vient de parler. 3, et c'est là que ça devient fou, la couche d'intelligence. C'est elle qui assemble les briques de Lego de manière proactive. Proactive, donne-moi un exemple, parce que j'ai du mal à visualiser. Imagine un restaurateur qui utilise le terminal Square. L'IA voit que sa trésorerie baisse dangereusement et elle sait qu'une saison creuse arrive dans sa région. Sans aucune intervention humaine, la couche d'intelligence va prendre la brique prêt, calculer un microcrédit sur mesure, l'ajuster sur les revenus futurs anticipés et envoyer la proposition sur le téléphone du gars. Avant même qu'il ne réalise qu'il allait être dans le rouge? Exactement. Et le 4e pilier, c'est juste l'interface, donc l'écran du téléphone où la solution apparaît. Waouh! Bon, je dois admettre que c'est d'une fluidité redoutable, c'est de l'anticipation magique. Mais attends, si l'IA anticipe et assemble tout ça, ils sont passés où les chefs de produit? Ceux qui créent la feuille de route? Ils sont au chômage, en gros. Pardon. La feuille de route traditionnelle, elle disparaît. Le texte explique que quand l'IA identifie un besoin, mais qu'il lui manque une brique de Lego, elle échoue. Et cet échec du système génère automatiquement un ticket pour les ingénieurs. L'échec de la machine devient la feuille de route. Fini les PM, les product managers, qui font des réunions pour émettre des hypothèses. Alors là, je m'insurge. C'est une hérésie totale. Ah bon? Pourquoi? C'est l'agilité poussée à l'extrême pourtant. Parce que c'est la mort des hypothèses. Et c'est super dangereux. Une vraie innovation de rupture, le truc qui change le monde, ça ne naît jamais d'un simple bug de la machine, d'un assemblage raté. Tu penses à quoi? Prends Apple au milieu des années 2000. Si Steve Jobs avait utilisé ce modèle piloté uniquement par le signal client, qu'est-ce qui se serait passé? L'IA aurait vu que tout le monde achetait des BlackBerry. Elle aurait vu que les gens faisaient des fautes de frappe. Donc elle aurait demandé de meilleurs claviers physiques. Exactement. Elle aurait ordonné aux ingénieurs de concevoir des touches en plastique légèrement plus incurvées. Jamais, au grand jamais, Apple n'aurait sorti un écran 100% tactile en verre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun signal client existant pour ça. La donnée, elle optimise le présent à l'infini, mais elle ne fait pas de saut dans le vide, elle tue le génie créatif. C'est un argument hyper solide. L'algorithme est parfait pour l'optimisation locale, pour peaufiner ce qui existe. Mais pour l'exploration globale, prendre des risques insensés sans aucune preuve, il faut l'irrationalité humaine. C'est clair. Ce qui m'amène au point le plus troublant du texte. Si l'IA décide de ce qu'on construit au jour le jour, à quoi servent les milliers d'humains chez Block-T? Dorsey a un concept pour ça. Il appelle ça la lisière, ou the edge en anglais. La lisière. On repousse les gens sur les côtés. Conceptuellement, oui. Dans une boîte classique, l'intelligence est chez les humains. Là, on inverse la gravité. L'intelligence est au centre dans la machine. Les humains sont repoussés à la périphérie, là où les mathématiques de l'IA ne peuvent pas aller. D'accord, mais faire quoi, concrètement? Des choses complexes, définir la culture, créer de la confiance avec des gros partenaires, l'éthique et les décisions existentielles. En fait, il ne reste que 3 rôles officiels chez Block. Seulement 3 rôles? Ouais. D'abord, les contributeurs individuels, les IC, les hyper-spécialistes qui codent les briques de Lego, sans manager au-dessus d'eux, puisque l'IA leur donne le contexte. Ok, les petites moins très qualifiées. Et ensuite? Ensuite, les DRI, pour Directly Responsible Individuals, les individus directement responsables. Ça, comment ça marche sans équipe fixe? C'est des commandos. On leur donne un problème épineux, genre pourquoi on perd des clients dans telle région au bout de 3 mois. Le DRI n'a pas d'équipe permanente, mais il a l'autorité suprême pour piocher des talents dans toute l'entreprise, résoudre la crise et dissoudre le groupe. Bon, ça, je dois avouer que c'est hyper élégant. C'est l'agilité ultime pour casser les silos. Mais il manque le remplaçant du manager, non? Le 3e rôle? C'est le joueur-entraîneur, le player coach. Ce rôle signe la mort des managers de carrière. Un joueur-entraîneur est évalué sur sa production personnelle. Il doit coder, designer ou vendre une grosse partie de son temps. Et le reste, il le consacre au développement humain, au mentorat des jeunes. Alors, soyons extrêmement cyniques 30 secondes. Je t'écoute. Est-ce que tout ce magnifique essai, rédigé avec une virtuosité indéniable, ce serait pas juste le paravent intellectuel le plus brillant de la décennie pour justifier un licenciement massif de tous les cadres intermédiaires? Blocken est assez transparent là-dessus. Ils assument que la transition va être douloureuse, que ça va casser des processus et que sans l'IA, tu ne ferais que réduire les coûts avant de te faire absorber. Ils assument le choc.
Oui, mais l'impact psychologique, imagine la charge mentale de cette fameuse lisière. On dit aux humains, écoutez, tout ce qui est facile et fluide, l'ordinateur s'en charge. Vous allez passer vos journées à ne gérer que des crises éthiques, des trucs insolubles et des problèmes existentiels. C'est la recette clinique d'un burn-out généralisé. C'est vrai que tu deviens la variable d'ajustement des problèmes. L'humain devient l'éponge en angoisse de l'IA. Et ce fameux rôle de joueur-entraîneur, quiconque a déjà mis un pied dans une grande entreprise, sait que c'est un mythe total. Ah oui, la fameuse double casquette. Ben oui, si à la fin de l'année, ta prime dépend du nombre de lignes de code que tu as produites, je te garantis que le temps que tu devais passer à écouter le petit stagiaire pleurer ou à faire du mentorat, il passe à la trappe. L'empathie, ça ne se mesure pas sur un tableau de bord. C'est la limite classique de la vision d'un ingénieur. Pour un ingénieur, un manager, c'est juste un goulot d'étranglement de l'information. Il l'élimine, problème résolu. Sauf qu'il oublie que ce manager humain, avec tous ses défauts, il fait plein de trucs invisibles. Comme quoi? Il crée du lien, il crée de la loyauté. Il sert de tampon émotionnel entre la pression de la direction et la base. Ces choses intangibles, c'est ce qui empêche le navire de couler quand il y a une vraie tempête économique. Complètement, j'invite ceux qui nous écoutent à y penser. Combien de fois une discussion informelle de 5 minutes a débloqué un gros projet? Combien de fois votre boss a couvert une de vos erreurs auprès de la direction pour vous laisser une chance de vous rattraper? Dans le monde de Dorsey, ce filet de sécurité émotionnelle n'existe plus. Il est remplacé par de l'efficience pure. Et donc pourquoi un employé ferait preuve de la moindre loyauté sacrificielle quand les choses tournent mal? Il n'y a plus de raison. Le contrat social est rompu. Bon, on arrive au terme de cette session, il est temps de faire une petite synthèse. Je dirais que ce texte de Dorsey et Boutta, c'est vraiment un chef-d'œuvre de pensée systémique. Historiquement et technologiquement, c'est bluffant. Irréprochable. Utiliser les données transactionnelles pour créer un modèle du monde, cette couche d'intelligence qui anticipe les besoins. C'est le futur de la fintech, c'est évident. Mais leur vision des ressources humaines est dramatiquement mécanique. L'entreprise, c'est pas juste un routeur d'informations, c'est un corps social irrationnel, tissé de liens de confiance que seule la friction humaine peut créer. Tout à fait. Et ça m'amène à une dernière réflexion un peu vertigineuse pour clôturer notre débat. Une question pour notre audience. Je t'en prie. Si demain, les décisions, la stratégie, la définition des problèmes, tout est dicté par les pondérations mathématiques d'une IA centrale, que devient la culture d'entreprise? C'est une excellente question. Est-ce que l'âme d'une société commerciale, ça va juste se résumer au biais algorithmique de son système interne? Si l'IA devient ton manager omniprésent et infaillible, vers qui tu te tournes pour trouver du sens ou même juste du réconfort au boulot? Eh bien ça, c'est une question existentielle qui dépasse très largement le cadre de la technologie. Finalement, Sequoia et Block ont dessiné le plan d'architecte numérique le plus époustouflant du siècle. Mais il va bien falloir la construire, cette cathédrale de données, avec des humains, des égaux sous la pluie du monde réel. Et ça, c'est une autre paire de manches. Exactement. Nous invitons ceux qui nous écoutent à digérer cette révolution qui s'annonce, à réfléchir à leurs propres méthodes, mais surtout à garder un esprit farouchement critique face aux utopies très cliniques de la Silicon Valley. Vous l'avez compris, la proposition de Jack Dorsey qui est exprimée avec Sequoia, c'est plutôt une proposition d'architecture. C'est peut-être une tentative de résoudre un truc un peu, qu'on vit tous, quoi. C'est un peu trop lent, il y a trop de friction, il y a peut-être trop d'intermédiation. Ok, ça c'est le diagnostic. Mais en fait, si l'IA optimise le présent, en fait, l'IA n'est pas là pour créer le futur. Non, parce que là, on n'est que avec des maths et il manque juste l'humain. Donc si on optimise que le présent, c'est sympa, mais sur quelle base on va construire le reste? Parce que supprimer les managers, c'est quand même supprimer ce qu'on pourrait appeler le tampon émotionnel de l'entreprise. Mais c'est aussi supprimer, bien sûr, des coûts, des biais, des jeux politiques qui, parfois, peuvent freiner l'exécution. Mais une boîte pilotée par la donnée, elle n'est pas capable de faire un pari. Une boîte pilotée par la donnée, c'est pas une boîte qui permet d'aller improviser, de sortir un peu de la discipline, parce que quand on pousse la logique jusqu'au bout, on a besoin de cette indiscipline pour créer, pour faire des choses en disruption, en rupture. Si on est extrêmement conventionnel, on va pas aller loin. Donc c'est peut-être la faiblesse de ce qu'ils ont oublié de dire, de regarder aussi sur le sujet. Et puis si on creuse un peu, pour moi je pense que c'est une erreur stratégique. Ils confondent vitesse et direction, information et décision, optimisation et finalité. En prétendant supprimer le management, en fait, ils vont supprimer en réalité ce qui rend une organisation capable d'agir,
dans l'incertitude. Et ça, c'est la responsabilité, le jugement, la capacité à poser les bons problèmes. Donc on va se retrouver avec une entreprise qui fonctionnera parfaitement, mais qui ne saura peut-être plus pourquoi elle existe. Alors le problème, c'est qu'en voulant tout optimiser, on va perdre un sujet qui est finalement un truc qui va être... c'est le social, et donc ça va devenir un système qui est invivable pour ceux qui y travaillent. Le système technique, lui, on le sait, il s'optimise beaucoup plus vite que le milieu humain, qui est capable de l'absorber. Et donc, ça va créer un déséquilibre structurel. Alors, ce que ce modèle produit, si on va jusqu'au bout de leur analyse, c'est pas une entreprise plus performante. C'est une entreprise qui va renoncer à faire des paris, qui va perdre ses amortisseurs humains. Oui, parce que l'humain joue un rôle aussi d'amortisseur. Et puis, c'est peut-être une boîte qui va se condamner à l'excellence dans un monde qu'elle ne saura plus transformer. Ça paraît brillant, c'est très cohérent, c'est très séduisant. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très dangereux. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Ciao, ciao, ciao. Connected Mate.